Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons suivre un jeune homme ayant effectué un vol d'une manière très étrange. C'est parti. Bernard Mariani, employé à l'aéroport de Lyon, est de service ce dimanche 17 janvier 1999. Son travail consiste à examiner les avions après leur arrivée, l'état du fuselage, des pneumatiques, le train d'atterrissage, etc. Un examen bien sûr capital pour la sécurité des vols. Mais ce n'est pas à cela que pense Bernard Mariani lorsqu'il se rend sur la piste pour effectuer sa vérification. Il a une hantise: découvrir un passager clandestin sous les roues. Il a lu à ce sujet quelques articles qui l'ont terrorisé. De malheureux candidats à l'immigration qu'on a retrouvés transformés en blocs de glace à l'arrivée. Ce genre de choses est rarissime, mais cela arrive et celui qui fait cette macabre découverte, c'est précisément l'employé qui exerce son activité. À présent, Bernard Mariani arrive devant l'Airbus A300 du vol Air Afrique Dakar-Lyon. Instinctivement, il regarde d'abord par terre, car c'est évidemment sur les trajets en provenance d'Afrique que les risques sont les plus grands. Mais à son soulagement, il n'y a aucune sinistre forme allongée sous l'appareil. Rassuré, il entreprend son inspection. Les ailes, le fuselage, le train d'atterrissage, et là, il s'immobilise. Il aperçoit quelqu'un au-dessus des roues. Un instant, il pense à un mécanicien qui effectuerait une réparation. Quoique ce soit tout à fait invraisemblable, c'est après son passage qu'ont lieu les interventions techniques. Mais il ne s'agit pas d'un mécanicien. L'homme porte un t-shirt et descend prudemment de son perchoir et fait quelques pas vers lui. Il est jeune, très jeune. Il lui demande: « Où sommes-nous ? » ? « À Lyon. » Le jeune homme hoche la tête longuement, comme s'il voulait assimiler l'information. Bernard Mariani l'interroge: « D'où venez-vous » ? Le jeune homme pointe le doigt en l'air vers l'avion. « De là ? Vous avez voyagé dans le train d'atterrissage et vous n'êtes pas mort ?» Non, il n'est pas mort, mais il s'effondre à cet instant sans connaissance. Bernard Mariani se met à courir en appelant au secours. Le jeune homme est hospitalisé d'urgence à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Là, sans tomber dans le coma, il reste pendant 2 journées entières dans un état d'extrême faiblesse et sans prononcer une seule parole. Comme il n'a sur lui ni papier ni un élément quelconque permettant de l'identifier, son identité reste inconnue. En attendant, les médias se sont emparés de l'événement. Les journalistes questionnent aussi bien les spécialistes de l'aéronautique que les médecins, et les uns comme les autres confirment que la survie du passager clandestin tient du miracle. Techniquement, il est tout à fait possible qu'une personne puisse se glisser dans la trappe qui abrite le train d'atterrissage de gros porteurs comme l'Airbus A300. La place est suffisante pour un homme, même une fois les roues repliées. Mais l'entreprise est pour le moins périlleuse. D'abord, il y a le décollage. Il faut s'agripper par les mains tout le temps que l'avion roule, ce qui nécessite une poigne de fer. Une fois que l'avion a quitté le sol, survient alors le risque de se faire écraser par les roues ou les vérins pendant la rétractation. Pour y échapper, il faut très bien connaître l'avion, ou alors avoir de la chance. Dans le cas présent, c'est certainement la deuxième hypothèse qui est la bonne. Mais c'est après, lors du vol, que surviennent les plus graves dangers. En 25 minutes, l'avion atteint son altitude de croisière entre 9000 et 11 500 mètres. À cette altitude, la pression d'oxygène permet tout juste de respirer et la température tombe à -50. Or, le train d'atterrissage n'est ni isolé ni pressurisé et, sur le vol Dakar-Lyon, le trajet à cette altitude dure 5 heures. De telles conditions auraient dû immanquablement entraîner la mort. Si cela n'a pas été le cas, c'est qu'il y a des raisons. Pour ce qui est du froid, ce sont les techniciens de l'aéronautique qui apportent la réponse. Pour décoller, ce genre de gros porteur roule environ 3 km, ce qui porte les roues à une chaleur de 200 à 300 degrés. Elles ont dû considérablement réchauffer la température ambiante. D'autre part, le logement du train d'atterrissage contient 2 types d'équipements qui peuvent faire office de radiateurs. D'abord les freins, qui sont utilisés au décollage. Ce sont 2 masses d'une trentaine de kilos chacune, qui peuvent chauffer à 200 degrés. Il n'est pas rare qu'une heure après le décollage, ils soient encore à 100. Ensuite, l'espace est traversé par des commandes hydrauliques chauffées à 50 degrés environ. Dans ces conditions, on peut estimer que la température ne doit pas descendre en dessous de -20 durant le vol. Reste le manque d'oxygène, que rien ne peut compenser car l'endroit n'est pas pressurisé. Normalement, à cette altitude, il entraîne le coma en 5 heures par manque d'irrigation du cerveau et la mort en douce. Or, non seulement le jeune clandestin n'est pas mort, mais il n'était pas dans le coma à l'arrivée.
Sinon, il aurait lâché prise et il se serait tué sur la piste. Il a fallu s'accrocher avec les mains aussi énergiquement qu'au décollage. Ici, ce sont les médecins qui ont une explication. Ils supposent que c'est précisément le froid qui l'a protégé, à la température à laquelle a voyagé le passager, aux alentours de -20 et sans vêtements protecteurs, le corps est en hypothermie. Or, si cette hypothermie est dangereuse et risque même d'être fatale, elle diminue considérablement les besoins en oxygène. Elle permet de rester conscient plusieurs heures dans l'air raréfié de ces altitudes. Telle est la seule explication à cette extraordinaire survie. Il s'est produit un équilibre miraculeux entre les deux dangers mortels du froid et de l'asphyxie. En attendant, les médecins restent attentifs à l'état du jeune clandestin. Sur le plan corporel, il n'a rien de grave, seulement des gelures. Mais il n'est pas impossible qu'en raison des agressions subies par son cerveau, il ait des séquelles neurologiques. Son mutisme pourrait être un symptôme allant dans ce sens. À moins, évidemment, qu'il ne se taise pour se protéger de la police. Car sur son lit d'hôpital, il est bel et bien en état d'arrestation. Il est entré clandestinement sur les territoires français et, selon la loi, il sera expulsé dès que son état sanitaire le permettra. Il y a pourtant un obstacle à cette éventualité, son âge. Si on ne sait pas la date de naissance du rescapé, pas plus que son identité, les examens médicaux semblent indiquer qu'il est très jeune, peut-être même mineur. Or, sur ce point, la loi est également formelle. Il est interdit d'expulser un mineur. Il faut attendre sa majorité. Et puis, il y a un autre obstacle politique, celui-là. De nombreuses voix s'élèvent pour empêcher son retour vers Dakar. Des associations de soutien aux sans-papiers prennent fait et cause pour lui. Elles soulignent que le jeune homme a pris des risques fous pour gagner la France et qu'on ne peut pas le renvoyer. Une manifestation de soutien a lieu en sa faveur à Lyon. Des avocats se mobilisent. Du côté des autorités, cependant, on ne semble pas décidé à se laisser fléchir. Car si on faisait une exception envers le miraculé de Lyon, cela risquerait de faire des émules et des victimes, car les autres n'auraient certainement pas sa chance. Enfin, le troisième jour, le jeune homme parle. Il prétend s'appeler Bertrand Henry et avoir 15 ans. Pour le reste, il tient des propos décousus. « Je ne veux pas retourner au pays. Je suis dans le malheur. » Bien entendu, la police française continue à enquêter à son sujet en collaboration avec celle du Sénégal. Et c'est de ce pays que parvient la vérité. Le jeune homme ne s'appelle pas Bertrand Henry, mais Bouna Wadé. C'est un pur produit de la misère africaine. Il vit en compagnie de 12 frères et sœurs, auprès de son père, un ancien gendarme, qui n'a pour tout revenu qu'une retraite mensuelle de 750 francs. Mais le plus important pour sa situation actuelle est son âge. Il n'a pas 15 ans, comme il le prétend, mais 17 ans et 9 mois, puisqu'il est né le 6 mars 1981. Autrement dit, pour l'instant, il n'est pas expulsable, mais dans 3 mois, il le sera. Dès lors, c'est une course contre la montre qui s'engage entre les autorités et les associations de sans-papiers qui tentent d'obtenir la régularisation de Bouna Wadé en France. Elles lui ont fourni un avocat qui essaie désespérément d'empêcher le rapatriement. Mais que peut-on faire contre la volonté de l'intéressé ? Le jour de sa majorité, Bouna Wadé, qui a depuis longtemps quitté l'hôpital, est interrogé par le juge et lui déclare qu'il est d'accord pour retourner au Sénégal. Les associations protestent. Elles mettent en avant les déclarations des médecins. Le manque d'oxygénation du cerveau pendant le voyage clandestin a pu altérer la raison du jeune homme. On ne peut pas tenir compte de la volonté qu'il vient d'exprimer. Veut-il vraiment rentrer à Dakar, lui qui a déclaré, en reprenant conscience sur un lit d'hôpital, « Je ne veux pas retourner au pays ?» Mais rien n'y fait. Et c'est librement que Bouna Wadé monte dans le vol Lyon-Dakar le 23 mars 1999. L'avion est le même qu'à l'aller, un Airbus A300, mais cette fois, il se trouve dans la cabine des passagers, sur un siège comme les autres. Des journalistes ont été lui rendre visite par la suite dans la capitale du Sénégal, mais ils n'ont découvert qu'une réalité tragique et dérisoire. La misère d'abord, le jeune homme habitait une banlieue déshéritée de Dakar, en compagnie de sa famille. Mais ils ont découvert surtout Bouna Wadé lui-même. Si physiquement ce bel Africain de 18 ans respirait la santé, mentalement il n'en était pas du tout de même. Et ce n'était pas en raison de son séjour à 10 000 mètres d'altitude. Il avait déjà fait auparavant plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. En fait, c'est parce qu'il était très perturbé qu'il avait entrepris son aventure insensée. Aux questions des journalistes, Bouna Wadé n'a fait que des réponses confuses. En plus, un jour il a disparu. Son père, ses frères et sœurs ont dit que cela était déjà arrivé, mais qu'on le retrouverait. On l'a retrouvé effectivement.
Le 9 septembre 1999, on a découvert son corps disloqué sur le terrain de l'aéroport d'Abidjan où venait d'atterrir le vol en provenance de Dakar. Bouna Wadé avait recommencé. Il avait de nouveau tenté sa chance. Il s'était trompé d'avion, bien sûr. Ce n'était pas pour passer du Sénégal à la Côte d'Ivoire qu'il avait risqué sa vie. Mais cette fois, le destin ne s'était pas montré aussi généreux que la première fois. Il ne lui avait pas accordé d'équilibre miraculeux entre le froid et le manque d'oxygène. Il ne lui avait même pas accordé de quitter l'univers qu'il voulait fuir. Bouna Wadé, né en Afrique, était mort en Afrique. Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Le jeune Bouna Wadé était peut-être en quête de sensations fortes, plus qu'en quête de papier français. À bientôt les petits angoissés.